Tu dis, tu vas à ta boîte aux lettres tranquillement, tu cherches ton courrier et tu vois une grosse lettre du ministère de la Santé qui te dit « Attention, ne pas pique-niquer dans votre région ». Super, merci, c'est chouette de se préoccuper de ses habitants, mais peut-être que vous pourriez sanctionner l'entreprise qui fume au loin, ça serait la moindre des choses, merci. Ma petite image d'introduction, on va ce soir focaliser sur ArcelorMittal d'une part, mais surtout on va se focaliser sur la pollution en Belgique, on va se focaliser sur d'une part les entreprises les plus polluantes en Belgique, et d'autre part, les subsides qui sont donnés à ces entreprises, des subsides de l'argent public donc qui sont donnés à ces entreprises, soi-disant pour créer des choses écologiques, mais on va le voir avec les enquêtes d'Apache, souvent ces subsides, notre argent public n'est pas utilisé pour les projets que les grandes entreprises nous promettent et du coup continuent à polluer énormément et surtout en Belgique quand on compare aussi avec nos voisins directs, quand on compare aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, il y a des taux de pollution de l'air qui sont bien plus inquiétantes en Belgique que dans d'autres pays. Donc je trouve ça hyper important qu'on prenne le temps. Et du coup, il y avait cette manif climat ce dimanche. Je suis passé dedans et j'ai vu les reportages qui ont été faits à propos. Et en fait, ça me mettait hyper mal à l'aise. Hyper mal à l'aise pour plein de raisons. En fait, même le simple fait d'appeler ça une manif climat, un mouvement climat qui est un terme vague, qui est un terme qui déresponsabilise tout le monde parce que le climat, ça a l'air d'être un truc lointain, c'est un truc global, donc qui sont les responsables? Est-ce que c'est toi qui pipi sous la douche ou je sais pas qui? Non, ça déresponsabilise les gens. Je comprends pas comment 6 ans après les grandes mobilisations du climat, les organisatoristes des manifs climat n'ont pas compris qu'il y avait des plus grands pollueurs que d'autres et que du coup, peut-être qu'il fallait faire une manif contre ce pollueur spécifiquement. Je sais pas, fait une manif tous les mois contre d'abord ArcelorMittal, puis contre Ineos, puis contre une autre entreprise. Ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus parlant et beaucoup plus concret parce que c'est ces entreprises-là qui polluent. C'est pas nous petits habitants. Et bien sûr, on a notre part à jouer. Je veux pas nous dédouaner non plus, mais on ne changera rien au climat tant que les grandes entreprises continuent à déverser leurs produits toxiques partout et leurs gaz de CO2 partout. Et du coup, je trouvais ça important d'en parler. Et aussi, deuxième truc que je comprends pas. Dans cette manif climat, j'ai vu quelques drapeaux palestiniens, mais pas beaucoup. Très peu, en fait. Et ça m'a choqué parce que, au-delà de ce que tu penses de la Palestine, au-delà de si t'es matrixé ou non par cette histoire du Hamas ou de Israël qui a le droit de se défendre et tout ça, ce n'est même pas le débat. En fait, en tant que militant de climat, tu devrais comprendre que la guerre ou le massacre ou le génocide, n'importe, mais l'utilisation d'armes et de destruction de habitats, de maisons, d'infrastructures, tout ça sont une des plus gros facteurs du changement climatique. C'est énormément polluant, la guerre. La guerre, c'est une économie gigantesque. Ça pollue énormément et en plus de polluer, ça détruit des sources d'eau potable, ça détruit des champs, ça détruit des forêts, comme on voit à Gaza où tout est rasé. Il y a presque plus de champs érables. Il y a presque plus d'agriculture, il y a presque plus de forêt, il y a presque plus d'eau potable, tout est détruit. Et là, je comprends pas comment, en tant que militant climat, tu peux pas être militant pour la paix, en fait. C'est aussi simple que ça. La guerre, ça pollue, donc tu es pour la paix. Il était important pour les manifestants de se faire entendre et de rappeler l'importance du dossier climatique en ces temps où d'autres causes se font criantes. Il faut arrêter de regarder son spectre à soi et revenir à l'essentiel en fait. Mais voilà, la Palestine a pris beaucoup d'ampleur, Gaza a pris beaucoup d'ampleur, Monsieur Trump prend beaucoup d'ampleur dans nos vies. D'où tu comprends pas que le futur de tes enfants, il est en train d'être détruit à cause du génocide à Gaza, même si t'es pas tout de suite bombardé là, ça pollue, ça crée un climat de violence d'extrême droite normalisé dans le monde entier. C'est contre le génocide que tu dois te battre si tu veux un futur viable pour ton enfance. Et ça me paraît logique. Et aussi, là aussi, encore, je trouve ça ouf que la RTF, parce que quand tu interviews des gens random pendant une manifestation, tu fais un choix. T'en as interviewé une 50aine et après tu fais un choix de quelle interview tu gardes dans ton reportage. Donc le choix de la RTBF de laisser cette dame dire que ça va, on en a assez entendu parler de Gaza et qu'il est temps de se recentrer sur l'essentiel, donc le climat, sans qu'un journaliste vienne dire « Oui, mais en fait, la guerre, savez-vous, ça pollue », je trouve ça
dingue et dégueulasse de la part de la RTBF qu'ils aient fait le choix de laisser cette dame parler du coup à propos de la manif climat, quoi. C'est vraiment absurde de opposer la lutte contre le génocide et la lutte pour un futur viable. C'est totalement pareil, quoi. J'ai l'impression de péter un câble toute seule, mais quand j'avais vu ce reportage, et aussi quand je me baladais dans la manif climat dimanche et que je voyais des gens parler de écocide et tout ça, j'étais là genre, mais... En fait, je sais que le mot écocide existe et que ça a été mis dans les dictionnaires et tout ça, mais dans un moment de génocide, et pas que un, c'est pas que le Gaza, il y a un génocide au Congo, il y a un génocide au Soudan, donc en temps de génocide, dans le monde entier, venir brandir ta petite pancarte de non à l'écocide, vraiment, moi j'ai envie de te dire, mais tu vis sur quelle planète, quoi? Je trouve que c'est important de se recentrer, comme la dame disait, on va se reprendre l'essentiel. Mais donc, on va voir qui sont les plus gros pollueurs, on va voir d'où vient leur argent, on va voir quelles sont les normes et comment elles ne sont pas respectées. Personne ne sait combien de substances nocives s'échappent des cheminées des usines flamandes. Pourtant, les émissions du groupe restreint de substances extrêmement préoccupantes déclarées par les entreprises flamandes sont presque 2 fois plus élevées qu'aux Pays-Bas. Contrairement aux Pays-Bas, il n'existe pas en Flandre d'obligation légale de réduire les émissions de ces substances. Apache a étudié l'ampleur et l'impact des émissions de ces substances toxiques. La tâche n'a pas été aisée, car la plupart des émissions des substances très nocives ne sont pas mesurées en Flandre. Contrairement aux Pays-Bas, il n'existe même pas de liste officielle des substances considérées comme préoccupantes. Nos voisins du Nord ont identifié plus de 3000 substances préoccupantes, tandis qu'en Belgique, il n'y a même pas de liste. Nous avons identifié les plus gros émetteurs flamands de substances très préoccupantes et comparé leurs émissions à celles des entreprises néerlandaises. Cet exercice montre qu'en 2023, les cheminées flamandes ont rejeté presque 2 fois plus de substances toxiques qu'aux Pays-Bas. 235 tonnes contre 129 tonnes aux Pays-Bas. Ce chiffre est remarquable, car près de la moitié des entreprises flamandes déclarent ces substances spécifiques. En moyenne, les émissions de substances très préoccupantes par entreprise en Flandre sont 3 fois plus supérieures qu'aux Pays-Bas. De plus, la Flandre étant 3 fois plus petite que les Pays-Bas, davantage de substances nocives sont dispersées sur une zone plus restreinte. Selon le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Jo Bruns du CDNV, comparer directement les émissions de chaque substance très préoccupante entre Flandre et les Pays-Bas revient à comparer des pommes et des oranges. Donc il dit que ça sert à rien de comparer ça et que c'est pas un marqueur. Mais je trouve que c'est assez flagrant quand même. Les experts de la santé s'inquiètent de l'impact de ces substances. Il s'agit notamment des émissions de substances hautement cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les dioxines, déclare Tim Navrot, professeur de l'université de Hasselt. Il mène des recherches sur l'impact de la pollution environnementale sur la santé humaine. Les risques sont également plus élevés pour les enfants à naître et en croissance. Je ne suis pas vraiment surpris par les résultats, car la Flandre a une réglementation moins stricte qu'aux Pays-Bas. Parmi les substances problématiques figurent l'arsenic, le formaldéhyde, les dioxines et le plomb. L'industrie flamande émet même 24 fois plus de dioxyde d'éthylène que l'ensemble des entreprises néerlandaises. Plus les émissions sont élevées, plus le risque de problèmes de santé pour les riverains est élevé, explique le toxicologue néerlandais Paul Schepers de l'université de Radboud. Il s'étonne des rejets d'oxyde d'éthylène en Flandre. Il a été prouvé que cette substance est cancérigène. Comme pour d'autres substances pathogènes, les émissions doivent être limitées autant que possible. Le gouvernement flamand devrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles les émissions sont tellement plus élevées qu'aux Pays-Bas. Le score inférieur de la Flandre s'explique en grande partie par la présence de plusieurs grands émetteurs. 12 entreprises flamandes affichent des émissions supérieures à celles de toute autre entreprise néerlandaise. Parmi celles-là, Vinova, une entreprise basée à Tessendro qui produit des composants chimiques de polychlorure de vinyle. Donc l'entreprise émet chaque année 85 000 kg de dioéthane, une substance cancérigène. C'est près de 6 fois plus que le plus gros émetteur des Pays-Bas, le pôle industriel chimique de Botlek. Donc 6 fois plus que le plus gros émetteur aux Pays-Bas. Hein. Et je rappelle que les Pays-Bas, il y a 4 fois ou 3 fois plus de population qu'en Flandre et la surface est bien plus grande. Donc c'est vraiment énorme ces chiffres-là. Vinova émet également davantage d'une autre substance cancérigène, le chlorure de vinyle monomère, que toute autre entreprise néerlandaise. La filiale anversoise de l'entreprise chimique Ineos, située dans le port, émet 50 fois plus d'oxyde d'éthylène en produits cancérigènes que le plus grand émetteur des Pays-Bas.
Interrogé à ce sujet, Ineos a refusé de commenter en raison des articles négatifs récurrents d'Apache sur notre entreprise, dans lesquels nous avons constaté à maintes reprises une attitude partiale. Donc clairement, l'entreprise ne veut plus communiquer avec Apache parce que Apache se fouine trop dans leurs affaires, quoi. Un autre exemple est celui de West Fraser, une multinationale américaine qui fabrique des produits de construction en bois et qui est également implantée dans le Limbourg. Elle rejette plus de 20 000 kg de formaldéhyde dans l'air chaque année. C'est près de 3 fois plus que Rockwool, le plus grand émetteur de cette substance aux Pays-Bas. Donc chaque fois, on émet 3 fois, voire 4 fois plus que les plus gros émetteurs en Pays-Bas, quoi. C'est assez choquant de lire ce genre de chiffres. Près de la moitié des entreprises flamandes ont augmenté leurs émissions d'au moins une substance extrêmement préoccupante au cours des 20 dernières années. Cette situation est principalement due à un manque de politique et de contrôle. La Flandre établit actuellement une liste de substances extrêmement préoccupantes. Cette liste aurait dû être prête déjà, mais sa publication a été retardée. Cependant, une liste de 250 substances extrêmement préoccupantes, dite liste candidate, existe au niveau européen depuis 2008. Donc il y a une liste qui existe depuis 2008 et la Flandre, ils sont encore en train d'essayer de faire la liste, quoi. Waouh! Ça ne signifie pas pour autant que la Flandre doive exiger des entreprises qu'elles mesurent ces substances. Il n'existe aucune obligation de déclaration pour les substances très inquiétantes. Donc ça, c'est au niveau européen, il y a cette liste qui existe, mais il n'y a pas d'obligation au niveau européen. La liste à laquelle le ministre se réfère contient les seules substances que les entreprises flamandes sont tenues à déclarer. Elle concerne environ 150 substances que les entreprises doivent mesurer elles-mêmes et déclarer à l'Agence flamande de l'environnement. Ça se fait via le rapport de l'environnement annuel intégré, mais ce système de déclaration repose sur une réglementation européenne obsolète datant de 2006, comme Apache l'a déjà démontré. Par conséquent, seule une fraction de ces substances toxiques émises par l'industrie est mesurée. Il n'y a aucune trace, par exemple, des PFAS dans les mesurations des entreprises. Plusieurs entreprises se démarquent négativement. Les entreprises chimiques Ineos et Vinova dont on a déjà parlé, ainsi que l'entreprise de construction métallique Engicon. Ces entreprises émettent de plus en plus d'émissions chaque année. Donc contrairement aux autres entreprises en Flandre, ces 3 entreprises, et 4 avec ArcelorMittal, parce qu'on va en parler dans d'autres articles, ces 4 entreprises ne font que augmenter leurs émissions de ces produits très préoccupants. Donc on parle de plomb, on parle d'éthylène, on parle d'arsenic et ce genre de choses, quoi. Par exemple, les émissions de dioxyde d'éthylène cancérigène d'Ineos sont passées de 15 kg en 2006 à 4420 kg en 2023. Donc les émissions d'un produit cancérigène dans le port d'Anvers sont passées de 15 kg en 2006 à 4420 kg en 2023, quoi. Mais vous vous rendez compte de l'augmentation et de l'agrandissement de ces usines qu'il y a eu, parce que Ineos, c'est vraiment une énorme usine, hein. Peut-être qu'en Wallonie, vous entendez pas beaucoup parler de ça. Ineos, c'est une usine qui traite du plastique, notamment, c'est pour ça qu'ils libèrent des PFAS. Et Ineos, c'est une énorme entreprise dans le port d'Anvers, et récemment, ça a été agrandi. Ils ont coupé une forêt pour agrandir l'entreprise Ineos, donc c'est pas parti pour moins polluer dans le port d'Anvers avec cette entreprise, quoi. Autre exemple, chez Engicon, les émissions de phénol sont désormais 1000 fois supérieures que celles en 2011. Première année de déclaration de ces substances par l'entreprise. 11 fois supérieures, quoi. Ah non, pardon, 1000 fois supérieures, what ? 1000 fois supérieures qu'en 2011, j'avais mal lu. 1000 fois supérieures qu'en 2011, c'est ouf. S'il est vrai que certaines substances pathogènes sont émises à des niveaux plus élevés, la plupart des entreprises affirment que ces émissions restent dans les limites des permis existants et de politiques flamandes en matière d'émissions. Cela est principalement dû à des politiques obsolètes, voire inexistantes. Par exemple, en Flandre, les entreprises ne sont pas tenues de maintenir leurs émissions au plus bas. Une telle exigence est en cours d'adoption sous pression européenne, mais la législation nécessaire est toujours en attente dans le cabinet du ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Jo Bruns. Dans une réponse à Apache, Jo Bruns a qualifié cette mesure d'effort de rattrapage coordonné au niveau européen. Traduction, ils s'en sont foutus pendant des années et maintenant il y a l'Europe qui leur tape sur les doigts et maintenant ils doivent faire un petit rapport et un petit plan pour calmer les interrogations de l'Europe, quoi.
C'est le principe de non-réglementation, explique Hendrik Schakens, professeur en droit de l'environnement à l'université de Gand. Ça signifie que la Flandre n'imposera pas de normes plus strictes, sauf si l'Europe l'exige explicitement. Les Pays-Bas ont introduit des normes plus explicites avec une obligation de minimisation des entreprises en vigueur depuis 2016. Les émissions ont diminué depuis de 35% selon une analyse de 28 substances très préoccupantes déclarées par les entreprises elles-mêmes. En Flandre, les émissions ont même augmenté de 21% sur la même période. Les entreprises ne sont tenues de déclarer que quelques substances et dans certains cas, des normes très obsolètes s'appliquent. Mais qu'en est-il de la surveillance gouvernementale ? Aux Pays-Bas, environ 1700 équivalents temps plein sont chargés de la supervision et de l'application de la réglementation au sein du ministère de l'Environnement. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Aux Pays-Bas, environ 1700 équivalents temps plein sont chargés de la supervision et de l'application de la réglementation au sein du ministère de l'Environnement. En Flandre, ce nombre est de 180, dont 84 travaillent pour l'inspection de l'environnement. 1700 équivalents temps plein aux Pays-Bas contre 180 en Flandre. C'est choquant quand même. Ces personnes ne se contentent pas de surveiller les émissions des entreprises, mais sont également responsables d'autres aspects tels que le respect des règles de sécurité, l'inspection des transports de déchets et d'autres tâches générales. Et donc ce qui fait que sur les 180, il y en a très peu du coup qui vont vraiment contrôler et faire de l'inspection sur l'environnement et les normes, c'est voir si les entreprises respectent leurs normes ou déclarent bien leurs chiffres, etc. Parce que vu que c'est des entreprises aussi qui déclarent elles-mêmes leurs chiffres au ministère de l'Environnement, s'il n'y a pas de contrôle, ArcelorMittal, ils pourraient facilement mentir sur leurs chiffres, tu vois, au calme. Je dis pas qu'ils font, mais ça pourrait. En 2024, l'inspection flamande de l'environnement a effectué 169 inspections auprès de 97 entreprises. Ça signifie qu'environ 85% des entreprises déclarant dans le rapport environnemental annuel intégré n'ont pas été inspectées par l'inspection cette année-là. L'inspection environnementale en Flandre manque cruellement de personnel, explique Tim Navroth, épidémiologiste environnemental à l'université de Hasselt. Les mécanismes de contrôle aux Pays-Bas sont bien meilleurs. Parallèlement, le ministère de la Santé et des Affaires sociales émet plusieurs recommandations aux résidents et aux visiteurs se trouvant à proximité de plusieurs usines très polluantes, comme 3M à Zwijndrecht à Anvers ou Umicore à Hoboken. Ces recommandations incluent notamment de ne pas pique-niquer à même le sol, de se laver soigneusement les mains avant de manger et d'éviter les légumes, fruits et œufs cultivés localement. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement son logement à l'eau de robinet, d'utiliser des aspirateurs équipés d'un filtre HEPA et de recouvrir le sol d'écorce de bois. Oui, c'est totalement normal. Vraiment, si t'as le ministère de la Santé qui, dans ton village, vient dire que, en fait, pique-niquer, c'est pas une bonne idée. En fait, lavez-vous les mains. Et en fait, ne mangez pas les légumes. C'est qu'il y a peut-être un petit problème avec l'usine qu'on voit fumer au loin, là. Donc, vraiment, force aux gens qui habitent dans ces villages, quoi. Parce que avoir ce genre de recommandations, même tu reçois la poste, là, tout, c'est le matin. C'est lundi matin, je sais pas, tu t'es à temps partiel, tu travailles pas les lundis, tu dis tu vas à ta boîte aux lettres tranquillement, tu cherches ton courrier et tu vois une grosse lettre du ministère de la Santé qui te dit « Attention, ne pas pique-niquer dans votre région ». Super, merci, c'est chouette de se préoccuper de ses habitants, mais peut-être que vous pourriez sanctionner l'entreprise qui fume au loin, ça serait la moindre des choses, merci. Le contraste est saisissant avec une Assyrie située à quelques 200 km au nord. Là, dans la ville portuaire néerlandaise d'IJmuiden, Tata Steel suscite l'émotion depuis des années. Un groupe d'environ 1100 riverains a porté plainte pour rejet continu de substances cancérigènes et nocives. Depuis, une enquête pénale est en cours contre l'entreprise Tata Steel et les riverains ont également porté plainte contre la province de Hollande septentrionale qui, selon eux, ne prend pas les mesures suffisantes énergiques contre cette pollution. Plusieurs études montrent que les riverains de Tata Steel sont exposés à des risques sanitaires à proximité immédiate de l'usine. Au Parlement néerlandais, les émissions toxiques sont un facteur clé du débat à l'avenir de l'usine sidérurgique. Mais en Flandre, ici, le silence est assourdissant concernant les émissions de substances nocives d'ArcelorMittal. Et ce, malgré le fait que le gouvernement flamand finance généreusement l'usine. Ah oui, parce que ça vient juste après. Toutes ces petites usines, elles reçoivent des subsides, donc de l'argent public, donc notre argent, des milliards et des milliards. On va en venir juste après avec une autre enquête d'Apache qui revient avec les chiffres. Mais donc pendant que notre gouvernement Arizona
tapent sur les chômeurs, pendant qu'ils veulent couper dans le soin de santé, couper dans les hôpitaux, couper dans les arrêts maladie, pendant que nos droits, nos acquis sociaux sont détruits les uns après les autres, parce que soi-disant il y a un déficit budgétaire et que c'est la crise, pendant ce temps-là, on donne des milliards et des milliards à des entreprises qui nous polluent encore plus, qui détruisent notre santé encore plus, mais on n'aura plus d'hôpital derrière. Donc, ça pollue encore plus, de plus en plus avec notre gouvernement, et à côté, ça nous détruit nos services publics et nos hôpitaux, et donc quoi, on va tous avoir des nocifs, des produits nocifs dans nos corps, on aura tous des cancers, on aura tous des problèmes de reproduction, je ne sais quoi, ou d'autres. C'est vraiment dégueulasse, et ça montre aussi à nouveau, je pense que vous êtes rodés, hein, mais l'hypocrisie du gouvernement Arizona, parce qu'on parle de subsides, on parle de crise économique, on parle de budget, un trou dans le budget de trentaines de milliards d'euros, ce qui est vraiment impressionnant comme chiffre et inquiétant, mais il y a de l'argent à aller chercher quelque part, hein. Il y a par exemple aussi sur les entreprises qui ne respectent pas les normes de pollution, ben taxons-les. Prenons l'argent chez les pollueurs, chez ceux qui nous coûtent tellement d'argent quand on parle en termes d'hôpitaux. Parce que si tu pollues moins, ben tu dois moins investir dans d'hôpitaux. Et là, tu peux peut-être couper des budgets des hôpitaux. Non, faites pas ça. Mais là, peut-être on peut couper des budgets d'hôpitaux parce qu'il y aura moins de problèmes de santé. Mais tant que ces entreprises seront là, dans notre pays, dans nos campagnes, tant que ça sera là, tant qu'on aura ces énormes pollueurs, mais continuons à lutter pour l'hôpital public parce qu'on en aura besoin, quoi. On aura besoin. L'entreprise organise occasionnellement des réunions pour les riverains. Nous prenons un verre pendant qu'ils font la démonstration d'une innovation qui réduit la pollution pour les riverains. Les protestations des riverains contre l'usine sont quasiment inexistantes, explique De Jager. Nous n'avons plus aucune raison de le faire. Et donc là, on voit vraiment que l'entreprise va faire des petites conférences chez les riverains pour expliquer qu'ils font bien attention au climat, qu'ils ont des nouvelles innovations pour régler le problème de la pollution. Et malheureusement, c'est efficace. Parce que si les médias n'en parlent pas et que les entreprises viennent faire leur propagande greenwashing, bah du coup, oui, il n'y a pas de riverains qui s'organisent en assemblée ou qui s'organisent en collectif de lutte pour lutter contre... Ou même pas forcément pour lutter, mais pour s'informer, pour faire des alertes, pour informer le reste de la population qui n'est pas aussi impactée par cette pollution. Et du coup, on voit vraiment que ArcelorMittal vient faire de la propagande dans les villages autour de son entreprise pour empêcher toute protestation et faire en sorte que toute protestation est calmée dans l'œuf, quoi. C'est assez insidieux et scandaleux. Mais qu'en est-il des émissions de substances qui, contrairement à la poussière noire ou aux paillettes, ne sont pas directement visibles pour les riverains? Des particules invisibles comme les particules fines, responsables de cancer du poumon, ou les oxydes d'azote susceptibles de déclencher un asthme. Où sont les substances comme les dioxines qui perturbent les hormones, endommagent la thyroïde et réduisent la réponse immunitaire? L'ancien employé d'ArcelorMittal affirme n'en rien savoir. L'entreprise n'a jamais organisé de réunion à ce sujet. Comme par hasard. Ainsi, les émissions de l'un des plus grands émetteurs de substances cancérigènes de Flandre restent inchangées. ArcelorMittal installe des filtres et des arbres pour retenir les poussières noires, apaisant ainsi les principales inquiétudes des riverains. Le fait que l'entreprise émette de grandes quantités de substances cancérigènes invisibles passe inaperçu. Le gouvernement reste neutre. Il ne réalise aucune évaluation des risques environnementaux et effectue un suivi minimal des émissions. Je sais qu'ArcelorMittal est une entreprise métallurgique, mais je n'en sais pas grand-chose d'autre, explique le directeur d'une école primaire proche de l'entreprise. Il souhaite garder son anonymat. Dehors, un klaxon retentit. Une alarme de l'industrie utilise pour alerter l'école en cas de rejet de substances nocives suite à une erreur ou un accident. On sait alors que quelque chose ne va pas et on doit fermer les portes et les fenêtres. Non mais vous vous rendez compte, quoi. Vous vous rendez compte que t'es prof d'école et il y a l'entreprise, l'usine près de chez toi qui sonne une sorte de cloche ou une sorte de klaxon et qu'à ce moment-là, tu sais que tu dois fermer toutes les fenêtres parce que sinon, il y a un air 3 fois plus polluant que d'habitude qui pénètre dans ta classe, qui pollue tous les élèves. Mais vous imaginez vivre avec ce quotidien et c'est le quotidien de beaucoup de gens, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent autour de ces usines et c'est pas seulement en Flandre, c'est pareil aussi en Wallonie ou dans certaines villes aussi, comme à Anvers ou à Gand ou à Bruxelles. Donc, c'est vraiment
C'est vraiment inquiétant. Et du coup, voir qu'un prof d'école ou un directeur d'école n'est pas au courant de la quantité de produits nocifs qui sont émis près de son école, qui ne sait pas informer du coup les parents sur les risques, qui ne sait pas faire de la prévention pour les enfants et tout ça, c'est triste de voir que ces écoles, ces riverains sont laissés à eux-mêmes, sont victimes aussi de propagande de ces entreprises qui viennent expliquer comme quoi ils sont en train de trouver de nouvelles technologies pour les sauver. Mais entre-temps, tous ces plans, c'est pour 2050, 2040 et tout ça. Et entre-temps, on laisse les enfants et le reste de la population respirer des gaz de plus en plus nocifs, hein, parce qu'on parle vraiment d'augmentation, hein. Donc quand on parle de ArcelorMittal, Vinova, Ineos et c'était quoi le quatrième, je sais plus, mais de ces 4 entreprises, on parle d'une augmentation depuis ces 15 ou 20 dernières années. On voit une augmentation d'émissions de substances nocives, d'émissions de substances très préoccupantes. Et le simple fait qu'il n'y ait pas de liste de ces substances qui soit publique ou qui soit reconnue par le gouvernement et que du coup il n'y ait pas un organisme de contrôle qui fasse ça, c'est hallucinant, quoi. Le secteur sidérurgique aime à souligner qu'un acier sans énergie fossile est impossible sans un soutien massif public. Parallèlement, le site gantois du géant sidérurgique ArcelorMittal, premier émetteur de gaz à effet de serre en Belgique, bénéficie de droits d'émission gratuits depuis 20 ans. L'entreprise est également le principal bénéficiaire des subventions industrielles. Mais les émissions ont à peine diminué et un projet de production d'acier vert à Gand peine à démarrer. Le Premier ministre avait eu une matinée infernale. Après le sommet numérique sur l'acier, il s'est rendu à une table ronde avec plusieurs entreprises sidérurgiques. Geert van Poelvoorde, PDG d'ArcelorMittal Europe, était également présent. Geert van Poelvoorde a présenté les revendications et les questions de son entreprise au Premier ministre en 5 points, après quoi ce dernier s'est précipité avec un certain retard devant la Commission des affaires économiques où il a réitéré les 5 points et fourni une explication nécessaire. Donc non, le fait que la branche gantoise d'ArcelorMittal est menacée de mettre fin à d'éventuels investissements dans l'acier sans carbone ne sera pas dû au zèle quasi missionnaire du ministre-président. Il avait réaffirmé à l'entreprise qu'un prêt public à taux réduit de 600 millions d'euros était disponible pour ArcelorMittal. Ce prêt serait décaissé par l'intermédiaire de Finocas, une société anonyme, a-t-il expliqué, dont nous et ArcelorMittal détenons chacun la moitié. Donc il y a ArcelorMittal, l'entreprise sidérurgique, il y a le gouvernement flamand. Le gouvernement flamand veut donner des subsides à ArcelorMittal, mais du coup, vu qu'ils font semblant qu'il y ait des contrôles, le gouvernement flamand verse en fait 600 millions d'euros de subsides à Finocas. Finocas qui est une société un peu intermédiaire, disons, et Finocas du coup les verse à ArcelorMittal. Finocas, pourquoi ça existe? Parce que Finocas, du coup, c'est une entreprise qui est à moitié détenue par le gouvernement et moitié détenue par ArcelorMittal eux-mêmes. Et donc, selon le gouvernement, selon les politiques de droite, c'est comme ça qu'on fait un contrôle efficace et que grâce à Finocas, il y a du contrôle et il n'y a pas de corruption et tout ça. Tandis que je viens de le dire, Finocas est détenu à moitié par ArcelorMittal elle-même. Donc en fait, il y a énormément moyen qu'il y ait de la corruption et qu'il y ait plein de problèmes là-dedans. Donc c'est très louche et le fait que personne, ni les ministres, ni les députés de la majorité, ni les députés de l'opposition savent pas expliquer à quoi sert Finocas, le fait qu'aucun des membres du gouvernement ou des membres du Parlement savent expliquer à quoi sert Finocas, ça montre qu'il y a des gros problèmes dans le contrôle d'où vont nos subsides. Parce que là, on parle juste pour ArcelorMittal de plus de 600 millions d'euros de subsides pour juste une année, tu vois. Donc, c'est énormément d'argent qui sont versés à des entreprises par des intermédiaires louches dont personne ne sait à quoi ça sert ou pourquoi ça existe. Et en même temps, c'est important, mais ils savent pas l'expliquer pourquoi. Et du coup, il n'y a pas de contrôle parce que cet intermédiaire est détenu par ArcelorMittal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de conflit d'intérêts, un problème de partialité là-dedans? C'est à sujet d'enquête et donc super intéressant que Apache est venu enquêter là-dessus, quoi. Mais même s'il existe apparemment un véhicule de financement spécial, donc Finocas, dont ArcelorMittal et le gouvernement flamand détiennent chacun la moitié des parts, ça ne signifie pas nécessairement que la Flandre puisse bénéficier d'un traitement de faveur de la part du géant de l'acier. Ça dépendra de leur décision. Nous sommes donc quelque peu perdus. Désolé, a conclu Mathias Diependahl lors de la présentation à la commission. Donc non seulement c'est pas transparent, non seulement c'est de l'argent public,
Mais en plus de ça, le gouvernement n'a rien à dire parce que ArcelorMittal peut refuser parce qu'ils ont un droit de veto, parce qu'ils ont autant de parts dans Finocas que le gouvernement flamand. Donc si ArcelorMittal veut prendre l'argent mais sans faire leur projet, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà parlé sur des live Twitch du grand projet d'ArcelorMittal de faire de l'acier vert, hein, c'est soi-disant de l'acier vert, que soi-disant que ça pollue moins. Ça pollue moins, effectivement, mais donc c'est plein d'appareils qu'il faut installer dans ArcelorMittal et tout ça dans les usines, rénover toutes les usines pour pouvoir moins polluer. Et donc ça, c'était un grand projet qui a été lancé il y a quelques années par ArcelorMittal et ils ont reçu énormément d'argent public pour aboutir à ce projet parce que bon, c'était un bon projet en soi, ça allait moins polluer, la plus grande entreprise polluante allait moins polluer en Belgique, donc c'était pourquoi pas, quoi. Mais là, récemment, il y a un rapport qui est sorti de ArcelorMittal eux-mêmes qui ont dit que en fait le projet d'acier vert, ils sont pas sûrs de pouvoir l'aboutir, ça met plus de temps que prévu, ils sont pas sûrs s'ils ont assez d'argent pour le faire et tout ça. Donc ça veut dire que dans la clause du contrat de l'argent versé à ArcelorMittal pour leur projet vert, ben c'était pas contraignant. Parce que si demain ArcelorMittal décide qu'ils abandonnent le projet vert, ils vont pas devoir rembourser, hein. Ils vont pouvoir garder cet argent. Et c'est ça qui est scandaleux dans cette situation, c'est que le gouvernement flamand est totalement à la botte des entreprises comme ArcelorMittal ou Ineos, et que même si les entreprises fraudent ou refusent publiquement, ben le gouvernement flamand peut rien faire parce il n'y a pas d'organisme de contrôle, parce qu'il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de clause de contrat, il n'y a pas de contraintes qui sont exigées de la part d'ArcelorMittal, quoi. Et du coup, Matthias Dippendal, ministre flamand, vient dire que c'est dommage, désolé, mais c'est comme ça. Et voilà, on va quand même donner 600 millions d'euros à ArcelorMittal. Mais comme Aditya Mittal l'avait déjà annoncé aux initiés, ces projets ne seraient pas possibles sans le soutien du gouvernement. En avril de la même année, donc en 2021, Van Poelvoorde, donc le PDG d'ArcelorMittal, avait indiqué que le coût de la neutralité carbone d'ArcelorMittal Gand serait de 2,5 à 5 milliards d'euros. Si nous devons nous financer ça nous-mêmes, nous pourrions tout fermer, dit-il. Des subventions sont nécessaires. Et donc là, vous voyez déjà le jeu, hein, parce que donc ArcelorMittal annonce que oui, ils vont injecter 1,1 milliard d'euros dans l'acier vert et ça sera l'investissement climatique de l'année, et ce sera génial, blablabla. Mais allô, le gouvernement, en fait, pour faire cet acier vert, il nous faut 5 milliards. Donc nous, on veut bien mettre 1,1 milliard, mais est-ce que vous pouvez nous donner 4 milliards, s'il vous plaît ? Il n'y a pas un petit souci là, il y a peut-être un petit problème, une petite arnaque, une petite entourloupe de la part de ArcelorMittal, qui, je rappelle, est une entreprise qui fait des bénéfices gigantesques chaque année. Leurs investisseurs, leurs propriétaires, leurs actionnaires sont des milliardaires, des millionnaires qui se font de la thune énormément. C'est hyper rentable, ArcelorMittal. Donc, ArcelorMittal aurait techniquement l'argent pour investir dans cet acier vert s'il serait contraint à le faire sans subvention. Mais on va faire ouin. D'abord, on se met en avant comme le plus grand vecteur de l'écologie et après, on va faire ouin au gouvernement pour demander plusieurs milliards d'euros de subventions. Au total, il s'agit d'un plan de soutien de 810 millions d'euros, a expliqué Benjamin Dallo du CDNV devant la Commission des affaires économiques en remplaçant son collègue du parti et ministre de l'Emploi et Économie de l'époque, Jo Bruns. Les équipes de Jo Bruns sont en contact permanent avec la direction d'ArcelorMittal. Mais malgré tout l'argent promis, le PDG d'ArcelorMittal, Van Poelvoorde, a annoncé à peine une semaine plus tard que l'acier vert n'est pas rentable en Europe. Donc, ça me fait rire. Donc, le type, il est fort, hein, le PDG d'ArcelorMittal, a réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait investir et donner de l'argent public pour pouvoir créer de l'acier vert. Le type, il reçoit 810 millions d'euros pour développer son projet d'acier vert. Et une semaine plus tard, à peine une semaine plus tard, il dit que, ouais, en fait, l'acier vert, c'est pas rentable en Europe. Voilà. Donc, merci pour les 810 euros, mais voilà. Mais bien sûr, il va les garder, les 810 millions d'euros, il les garde. Ah oui, on va pas les rendre. Non, ça serait donner c'est donner, hein, rendre c'est voler, hein, attention. Des millions flamands et des milliards européens.
Mittal a évoqué à la fois les quotas d'émissions gratuits dont l'entreprise bénéficie depuis 2005 et la compensation des coûts indirects des émissions, reversés aux industriels énergivores grâce aux recettes du système européen d'échange de quotas d'émissions. Donc ça, c'est l'histoire de, en fait, si moi je pollue un peu moins bien qu'une autre entreprise, je peux vendre mon soi-disant air pas pollué à l'autre. Donc c'est tout un marché des émissions qui est absurde parce que concrètement, ça fait que tout le monde pollue autant, mais juste ils se font des petits marchés économiques entre eux sur une théorie de pollution, quoi. C'est vraiment dégueulasse, mais bref. En tant que principal émetteur, ArcelorMittal en est également le principal bénéficiaire, donc des recettes du système européen d'échange des quotas d'émissions. Pour la seule année 2023, ce chiffre s'élève à 41,2 millions d'euros. Cette même année, ArcelorMittal Gand a également reçu 7,6 millions de tonnes de quotas d'émissions gratuits, tout en enregistrant des émissions réelles de 3,3 millions de tonnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que sur un certain nombre de tonnes d'émissions, donc de pollution qu'ils émettent, ils ne doivent pas payer de taxes. C'est ça les trucs, parce que normalement, il y a quand même une taxe sur les émissions de CO2. Sur les émissions de CO2, il y a une taxe en Belgique, en Europe en général, et donc certaines entreprises, par choix du gouvernement, ne payent pas de taxes sur leurs émissions, et ArcelorMittal donc peut déverser 7,6 millions de tonnes de quotas d'émissions gratuitement sans avoir aucune taxe là-dessus, quoi. Depuis 20 ans, l'entreprise sidérurgique reçoit 2 fois plus de quotas d'émissions que ses émissions réelles. Ces quotas lui permettent de faire ce qu'elle veut, économiser pour plus tard ou échanger. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils reçoivent plus de quotas d'émissions que ce qui pollue réellement. Donc ça veut dire, vu que donc vraiment ça c'est vraiment de la théorie économique, c'est un peu complexe, mais donc ça veut dire que si ici ils mettent 7,6 millions de tonnes de quotas d'émissions gratuits, donc ça veut dire qu'ArcelorMittal ne payerait pas de taxes sur 7,6 millions de tonnes de quotas gratuits. Mais si par exemple ArcelorMittal n'a que émis 5 millions de tonnes de quotas cette année-là, il leur reste 2,6 millions de quotas qui sont gratuits. Et on pourrait dire, tant pis, il pourrait aller plus loin, mais tant pis. Non, mais vu qu'on est dans un système capitaliste où tout est monnayable et où tout est un profit possible, potentiel, du coup, le reste de ce qu'ils n'ont pas pollué, mais ce qui pourrait polluer selon le gouvernement flamand, ils peuvent le revendre à une autre entreprise, comme ça, cette entreprise peut plus polluer gratuitement. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas si c'est clair, mais c'est une dinguerie, c'est vraiment la marchandisation de notre ère, quoi. La marchandisation de la théorie de... c'est vraiment... C'est abject, en fait. Ah oui, ça aussi. Donc il y a d'une part les investissements, les subsides qui sont donnés pour l'innovation, pour faire des réparations ou des améliorations de la production ou de la protection des entreprises. Mais d'autre part, il y a aussi le Fonds flamand pour le climat, qui est quelque chose à part des subventions européennes et flamandes qui peuvent être données. Il y a un fonds qui est créé par le gouvernement flamand pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est un peu un fourre-tout. 1/3 des revenus du Fonds flamand pour le climat est utilisé pour éviter que l'industrie ne soit trop affectée par la hausse des prix de l'émission de carbone. Donc, vu que je disais juste avant que les émissions, la pollution et les quotas d'émissions, c'est un marché comme un autre. Vu qu'on est bienvenu dans le capitalisme, tout est marchandable, donc la pollution, les quotas de pollution sont un marché comme un autre. Et du coup, ce marché fluctue. Ces prix peuvent hausser ou baisser, tout comme les taxes autour de la pollution, c'est des choses qui peuvent évoluer, et tout ça aussi avec l'inflation. Et du coup, 1/3 du Fonds flamand pour le climat est utilisé pour éviter que l'industrie soit affectée quand les prix des quotas d'émissions et tout ça soient trop élevés, quoi. C'est genre normal, bien sûr, c'est normal. On va prendre l'argent du climat pour aider les entreprises encore plus, quoi. À titre de condition, les entreprises doivent quand même conclure un accord de politique énergétique autrement non exécutoire et plus précisément élaborer une feuille de route non contraignante vers la neutralité climatique. Donc en plus de piquer de l'argent du fonds climat, qui est notre argent aussi, je rappelle, en plus de ça, c'est pas contraignant. Même quand il s'agit d'un fonds climat, c'est pas contraignant.
Allez, je comprends pas comment on peut accepter ça, quoi. Donc, pour nous berner, pour faire semblant qu'ils en ont quelque chose à foutre, ils font un fonds climat, mais il n'y a rien de contraignant. Et du coup, il y a des gens, des entreprises comme ArcelorMittal qui bénéficient de ce fonds qui s'appelle littéralement le fonds climat, sans devoir faire aucune contrepartie, aucune preuve, aucune amélioration concrète. S'ils veulent, ils pourraient juste le mettre dans leur poche et voilà, quoi. Ils doivent juste faire un contrat non contraignant. Donc quoi, s'ils le font pas, ça change rien, quoi. Et donc Hjalter Bollen du Bond Betomme le qualifie de source de revenus garantie sans conditions strictes. Le tableau de bord des aides d'État de la Commission européenne montre également que 64% des aides d'État accordées pour la protection de l'environnement servent en réalité à réduire ou à compenser les taxes environnementales des entreprises énergivores. Greenpeace affirme que les fonds destinés à accélérer la transition servent à la retarder justement. Elle ne manque pas tant de capitaux, mais l'industrie choisit simplement de distribuer ses bénéfices aux actionnaires plutôt que de les investir dans la décarbonisation de ses propres entreprises. Sur 2100 milliards d'euros de bénéfices générés par 841 une entreprise énergivore européenne en 2023, 1600 milliards d'euros ont été reversés aux actionnaires. Les mêmes entreprises qui ont réclamé un soutien public accru dans la déclaration d'Anvers préfèrent verser des dividendes à leurs actionnaires plutôt qu'investir elles-mêmes là-dedans. Donc sur 2100 milliards d'euros de bénéfices, 1600 milliards a été versé à des actionnaires. Et après, ces entreprises viennent demander de l'argent public, de l'argent du contribuable, pour soi-disant faire de l'acier vert. Et après, une semaine plus tard, ils se disent « Ah non, en fait, on le fait pas ». Non, mais à un moment, ça va, on va péter un câble. Genre, on peut jouer avec nos pieds pendant un certain temps, mais c'est pour ça que c'est important qu'on parle de ces sujets et qu'on diffuse ces informations, parce que là, c'est du foutage de gueule, en fait. Je suis sûr que t'expliques ceci à la majorité de la population belge, tout le monde sera là, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, quoi. Mais vu qu'on n'a pas de médias qui font leur travail de journalistes et d'enquêteurs, ben personne n'est au courant. Personne ne se mobilise. Personne n'est choqué. Personne ne se demande d'où vient le déficit budgétaire de 30 milliards d'euros. Peut-être que le déficit budgétaire de 30 milliards d'euros, il vient peut-être parce qu'on a donné des millions et des millions chaque année à des entreprises comme ArcelorMittal. Voilà, je regarde aussi un peu l'heure parce que vu que j'avais décidé que j'allais mettre des limites, je vois que ça fait déjà 2 heures que je suis occupé. Le temps passe beaucoup trop vite quand on s'amuse, dis donc. Je continue les live Twitch chaque semaine, chaque lundi à partir de 20h à partir de la semaine prochaine. Donc chaque lundi à 20h live sur Twitch où on va parler d'un sujet en profondeur de l'actualité belge.